Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous. Le Tchad, une population, un territoire et un pays indépendant. Considéré comme protectorat français à partir de 1900, le Tchad fut érigé en colonie en 1920 dans le cadre de l'AEF, Afrique équatoriale française. Sous l'impulsion du gouverneur Félix Éboué, le Tchad fut la première colonie française à se rallier à la France libre en 1940, lorsque le général de Gaulle lance l'appel du 18 juin. Devenu république autonome en 1958, le Tchad accéda à l'indépendance le 11 août 1960 sous la présidence de François Toubalbaye. 11 août 1960, 11 août 2023, cela fait 63 ans d'indépendance. À cette occasion, la Télé Tchad organise des tables rondes sur des sujets qui ont trait à la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Ce numéro est consacré à quelques figures emblématiques qui ont marqué le processus de l'indépendance du Tchad. Nous nous intéressons tour à tour au général Charles de Gaulle, chef de la France libre, à Félix Éboué, gouverneur du Tchad, à Gabriel Lisette, homme politique, et à François Ngarta Toubalbaye, premier président du Tchad. Notre invité sur ce plateau est Dr Arnaud Dingamadi. Arnaud, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci bien, cher Martin. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes historien, enseignant-chercheur, écrivain, auteur de plusieurs écrits sur l'histoire du Tchad. Nous citons notamment le gouvernement du Tchad et Ngarta Toubalbaye, parcours et rôle dans la vie politique du Tchad de 1959 à 1975. C'est bien cela. Voilà, c'est avec vous que nous allons rappeler un peu le parcours et l'implication de certaines figures emblématiques que nous avons citées ici sur le processus qui a abouti à l'indépendance du Tchad. Nous allons commencer par le général de Gaulle. Général de Gaulle, qui est-il, cet homme? Merci. Alors, le général de Gaulle, peut-être les jeunes de maintenant qui ne le connaissent pas, mais les anciens tous le connaissent. Il était d'abord un officier supérieur de l'armée française, mais dès le début de la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle était quelqu'un d'inconnu, parfaitement inconnu. Mais il a surgi au grand jour, ou bien il est entré dans l'histoire à partir du 18 juin 1940, date à laquelle il a lancé son fameux appel du 18 juin sur les antennes de la radio britannique BBC à Londres. Donc il était en exil en Angleterre. Voilà, il était en exil, alors que bon, quelques jours auparavant, il était membre du gouvernement français, le gouvernement de Reynaud. Mais en mai et juin 1940, la France a été envahie par les troupes nazies, allemandes nazies. Voilà, donc le gouvernement Reynaud a démissionné et rapidement a été remplacé par un nouveau gouvernement dirigé par le maréchal Pétain. Et lorsque Pétain a pris les commandes de la France, très rapidement, il a demandé l'armistice, c'est-à-dire le cessez-le-feu, l'armistice à l'occupant nazi. Et il s'est proposé de collaborer avec la puissance occupante pour voilà, mener sa politique antisémite ou antisioniste, anti-juif en fait. Voilà, donc c'était une politique raciste. Alors, Charles de Gaulle a catégoriquement rejeté cette offre d'armistice-là en disant que non, la France ne peut pas accepter, n'est-ce pas, de se soumettre, de s'humilier elle-même comme ça. Donc, il s'est exilé au Royaume-Uni et a demandé à Winston Churchill, qui était à l'époque Premier ministre britannique, de lui donner les moyens d'organiser la résistance française contre les nazis. Et le premier moyen que les Britanniques lui ont donné, c'était la possibilité de s'adresser aux Français par les ondes de la BBC. Et c'est ce qu'elle a fait par son fameux appel du 18 juin 1940 et qui a eu un écho favorable, voilà, surtout. Bon, en France même, en 1940, au moment de l'appel, là, les gens ne suivaient pas beaucoup la radio parce que c'était un remue-ménage total. Les gens fuyaient, c'était une fuite éperdue pour aller au village, un exode massif des populations, donc voilà. Mais c'est plutôt dans l'Empire français, c'est-à-dire en Afrique notamment, que l'appel du 18 juin a trouvé vraiment un écho favorable, d'où le ralliement du Tchad
à la France libre le 26 août 1940. C'est-à-dire, vous voyez, peut-être 2 mois seulement après l'appel du 18 juin, le premier pays, ou sinon le premier territoire français d'outre-mer à avoir répondu favorablement à l'appel du général de Gaulle, c'était le Tchad. Oui. Voilà, c'était le 26 août 1940. Oui, et c'était parce que Félix Éboué était là. Nous aurons l'occasion de revenir pour aborder ce personnage. Oui. Et après cet appel, il y a eu le ralliement. Et Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait pour que ce ralliement aboutisse à la libération de la France? Voilà, bon, Charles de Gaulle, dans son message, il avait dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Ça veut dire que, c'est vrai, l'occupant nazi a envahi la France. Donc, la bataille de France est perdue, mais la guerre n'est pas encore perdue parce que la France dispose d'immenses forces au-delà des mers, au-delà des océans, c'est-à-dire dans l'Empire français, c'est-à-dire dans les colonies. Donc, la France peut s'appuyer sur ces forces-là, des colonies, pour retrouver sa dignité et son honneur. Et donc, quand le Tchad a rallié, la France libre, de Gaulle était venu ici au Tchad. Et non seulement le Tchad, parce que le Tchad a rallié le 26 août, suivi par le Cameroun, le 27 par le Congo, le 28 par l'Oubangui-Chari, le 29, donc pratiquement tous les territoires de l'AEF ont rallié la France libre en dehors du Gabon, où il y avait des tiraillements entre les Français du Gabon. Et ce n'est qu'en novembre 1940 que le Gabon a aussi pu rallier la France libre. Voilà. Alors, il est venu ici, il est venu au Cameroun, et il a pu mettre, grâce à ses hommes sur place ici, il y a Félix Éboué qui est gouverneur du Tchad, il y a le colonel Marchand qui est gouverneur militaire du Tchad, il y a le colonel Leclerc qui était le commandant militaire au Cameroun, et il y a l'Armina au Congo, ainsi de suite. Il a pu s'appuyer sur ces gens pour constituer des colonnes qui sont partis du Tchad et qui ont attaqué les Italiens, parce que les Italiens faisaient partie des puissances de l'Axe, avec l'Allemagne et le Japon. Donc, voilà, les troupes parties du Tchad ont attaqué les Italiens en Libye, parce que la Libye, à l'époque, était une colonie italienne. Voilà, ils les ont chassés. Et l'événement majeur de la conquête de la Libye par les troupes venues du Tchad, c'était la chute de Koufra. Voilà, la chute de Koufra en mars 1942 a été un moment décisif dans la stratégie française de reconquête du territoire. Et à partir de là, rapidement, les Italiens ont été balayés et les troupes parties du Tchad se sont jointes aux autres pour libérer toute l'Afrique du Nord et débarquer au sud de la France, en Provence, et avec le débarquement en Normandie aussi des Américains au nord de la France. Voilà, les nazis ont été contraints 2 ans plus tard de quitter la France, et donc l'honneur de la France a été sauvé en 1944 grâce aux troupes venues d'Afrique, notamment du Tchad, et puis grâce au débarquement américain, et voilà. Oui. Alors, nous aurons l'occasion de revenir un peu sur Charles de Gaulle, qui va quitter très vite la politique, afin de revenir encore plus tard, dans les années 1950. Alors, après cet appel lancé, nous pouvons dire que c'est grâce à cet appel que le Tchad, du moins, s'est fait une petite place, puisque l'engagement numéro 1, c'était le Tchad. Le départ, c'est à partir du nord du Tchad. Donc, nous disons que c'est un appel qui a donné... c'est un déclencheur. Exactement. Et ça, c'est l'élément déclencheur, effectivement, parce que souvent, quand on parle de la décolonisation du Tchad, on situe le début en 1946 avec le début de la vie politique. Alors qu'en réalité, les choses, si je peux dire, les premières graines ont été sémées en 1940 avec le ralliement du Tchad à la France libre, parce que c'était un événement de portée mondiale. Le Tchad, auparavant, le Tchad, de la mort de Rabat jusqu'en 1940, là, pendant les 40 premières années de la colonie, là, le Tchad était un territoire méprisé, du fait de son isolement. Tout ça, c'était un pays, un territoire ou une colonie qui était insignifiant en quelque sorte aux yeux de la France, mais avec son ralliement à la France libre, tous les projecteurs ont été braqués sur le Tchad, et c'est à partir de là qu'on dit ah, ça c'est un pays des gens courageux, un pays des grands hommes, des choses comme ça, et ça a vraiment permis au Tchad d'avoir une nouvelle image sur le plan international, quoi. Voilà, beaucoup de gens en métropole ont commencé par s'intéresser au Tchad, et
la personne surtout de son gouverneur Félix Éboué a vraiment surpris les gens, quoi, parce que bon, c'était l'unique même gouverneur noir, de race noire, et puis c'est lui qui est venu secourir la métropole, qui a décidé, n'est-ce pas, que son territoire va le premier se rallier pour libérer la métropole. C'était vraiment un signe très fort. Et je veux profiter aussi pour dire que pourquoi Félix Éboué a décidé de rallier le Tchad, c'est parce que il est noir et il sait que les puissances de l'Axe mènent une politique raciste. C'est-à-dire que les nazis, ils voient le monde en race supérieure, en race inférieure. Et donc, voilà, après les Juifs, ça serait les Arabes et les Noirs qui seront exterminés. Donc, lui qui est noir et qui dirige une colonie, il se sent particulièrement vraiment visé. Donc, il ne peut pas collaborer avec des gens qui sont racistes et qui n'hésiteraient pas à lui couper la tête lui-même en premier. Voilà. Et deuxièmement, il y a aussi des questions stratégiques parce que les Italiens qui sont des alliés des Allemands sont déjà en Libye. Et si le Tchad devait rester fidèle à Pétain, qui est collaborateur des Allemands, ça veut dire que les Italiens et les Allemands pouvaient rapidement prendre pied au Tchad. Et si le Tchad tombe dans l'escarcelle des puissances de l'Axe, c'est-à-dire de l'Allemagne et de l'Italie, ça veut dire que toute l'Afrique subsaharienne sera vraiment bouleversée. Vous voyez, tout le monde sera des esclaves. Voilà, c'est la porte d'entrée des nazis. Et puis, vous savez que les Allemands, ils avaient des visées historiques sur le bassin tchadien depuis le 19e siècle avec Bart Nachtegaal. Ils avaient la colonie du Cameroun dont on les a dépossédés à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ils vont profiter pour prendre leur revanche. Le bec de canard. Voilà, donc ils vont profiter pour prendre leur revanche à coup sûr. Donc c'est toutes ces considérations-là qui ont amené Félix Éboué à rallier le Tchad. Là vous abordez déjà l'aspect concernant le deuxième personnage, qui est Félix Éboué. Mais un rappel quand même sur son origine et son parcours avant d'arriver comme gouverneur au Tchad. Très bien. Alors Félix Éboué, c'est un Guyanais, voilà, un Français de Guyane. Et il a fait l'école coloniale, donc c'est un administrateur colonial de formation. Après sa formation, il a servi comme gouverneur en Martinique, ensuite en Guyane, avant d'être nommé gouverneur au Tchad ici en 1938. Voilà. Peut-être sentait-on déjà arriver le vent de la guerre, tout ça, donc on l'a nommé ici comme gouverneur du Tchad en 1938. Un an après, la guerre mondiale s'éclate. Voilà, un an après, la guerre mondiale s'éclate, et puis voilà. Il a pris la décision qu'il fallait prendre. C'est ainsi que lui-même, il est entré aussi dans l'histoire. Bon, c'est quelqu'un qui était bien connu déjà là où il a servi en Martinique, au Guadeloupe. Il était très connu et très apprécié des populations parce que c'était un nègre comme elle. Au Tchad ici, il se sentait comme chez lui aussi parce que les populations sont également des Africains noirs, de race comme lui. Et il est entré dans l'histoire au même titre que De Gaulle à travers sa décision du 26 août 1940. Alors, à titre de récompense, il a été promu gouverneur général de l'AEF, c'est-à-dire que voilà, aussitôt après... Il s'est déplacé pour s'installer à Brazzaville, voilà, capitale de l'AEF. Voilà, et c'est à partir de là-bas qu'il a coordonné l'effort de guerre. Et je rappelle que pour la guerre, là, le Tchad a beaucoup contribué en termes d'hommes, en termes... De travaux, d'aménagement, de routes. Le chemin de fer. Voilà. Bon, le chemin de fer, c'est Congo-Océan, c'est avant. Mais la route, par exemple, la route stratégique entre Kaga-Bandoro, dans l'actuel RCA, jusqu'à Fort-Archambault, Gelendeng, Fort-Lami, Moussoro, cette route stratégique-là a été construite pour la première fois au cours de la Seconde Guerre mondiale pour acheminer les troupes, parce que le quartier général, c'était à Fort-Archambault. Voilà, pour le recrutement, la formation, tout ça des combattants. Donc, à partir de là, maintenant, on a acheminé les gens à Fort-Lami, de Fort-Lami, Moussoro, Faya, et puis ils étaient amenés en Libye. Donc, cette route-là, c'était le fruit un peu de l'effort de guerre du Tchad. Le développement des cultures vivrières, le coton, tout ça, ont connu un essor particulier au moment de cette guerre-là. Et c'était aussi l'œuvre
de Félix Éboué. Alors, voilà. Félix Éboué qui ne goûtera pas à cette joie de voir la France libre en 1945, 1944. Exactement. Il trouva la mort donc. Voilà, il trouve la mort alors qu'il était en déplacement au Caire. Voilà, je pense pour des raisons de santé. Il a trouvé la mort voilà, de manière subite au Caire, en Égypte. Et donc, il n'a pas pu voir l'issue heureuse de la guerre. Bon, on lui a rendu hommage plus tard en transférant ses cendres au Panthéon. Voilà, donc c'est le temple des grands hommes qui ont marqué l'histoire de France. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce qui reste de souvenirs de Félix Éboué au Tchad? C'est le lycée Félix Éboué. Oui. Voilà, nous avons le premier grand lycée du Tchad. C'est d'abord le collège Félix Éboué qui est devenu plus tard le lycée Félix Éboué, et le plus grand lycée du Tchad, je pense. Qui est à N'Djamena. Voilà, qui est à N'Djamena ici. Voilà. Et il y a aussi d'autres établissements Félix Éboué ailleurs dans le monde, hein, dans les Antilles, ailleurs. Il y a des lycées Félix Éboué. Voilà, il y a plein de choses qui portent le nom de Félix Éboué dans le monde francophone. Alors, nous allons évoluer dans cette émission qui rappelle un peu le parcours de certaines figures qui ont marqué l'histoire du Tchad avant l'indépendance et pendant cette période d'indépendance. Alors, après avoir appelé De Gaulle I, qui a aidé donc la France à retrouver sa dignité, sa liberté, et il s'est effacé pour revenir après. Est-ce que son retour a été particulièrement orienté vers une politique qui amène les colonies telles que le Tchad à retrouver son indépendance? Bon, peut-être qu'avant de parler du retour de De Gaulle en 1958, il y a un acte important que De Gaulle a posé en 1944, c'est-à-dire la conférence française, on disait à l'époque conférence africaine française de Brazzaville en 1944. Ça, c'est le moment phare même de la décolonisation en Afrique noire francophone ou française, parce que c'était lors de cette conférence qui a ouvert ses portes en fin janvier et a pris fin en début février 1944 à Brazzaville, donc que De Gaulle et ceux qui étaient là comme participants... Il y avait des cadres des pays africains? Non, il n'y avait pas des Africains, il y avait donc des colons. Hein. Oui, des alliés surtout? Des administrateurs coloniaux français de l'AEF et de l'AOF qui étaient réunis là. Et c'était une façon pour De Gaulle de voir un peu l'avenir, de lire l'avenir, parce qu'à partir de là, à partir de 1944, on sent déjà que la victoire est en train de changer de camp. C'est-à-dire que les puissances de l'Axe sont en train de perdre la guerre. Oui, grâce à l'engagement des troupes africaines. Voilà. Donc française. Maintenant, quel sera le sort de l'Afrique après la guerre? Voilà. Quel sera le sort de cette population-là après la guerre? Et à Brazzaville, donc, il a été promis, hein, c'est-à-dire c'était des promesses qui étaient faites, n'est-ce pas? Promesses d'évolution politique, promesses d'évolution sociale, promesses aussi d'évolution économique, c'est-à-dire la France va faire en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions politiques, sociales et économiques des indigènes à l'époque. C'est comme ça qu'on appelait les gens des indigènes, voilà, de colonisés en fait. Et on note aussi que à l'époque là, à Brazzaville, on a dit que toute possibilité d'évolution hors du cadre français était à écarter. C'est-à-dire qu'à Brazzaville, on n'a même pas envisagé d'accorder l'indépendance. Hein. Voilà. Néanmoins, c'était une étape importante parce qu'on avait fait des promesses d'évolution politique, sociale et économique. Et 2 ans plus tard, en 1946, c'est-à-dire que voilà, la guerre est terminée, mais De Gaulle est resté président du gouvernement provisoire de la République de France. Depuis 1944, hein, il est président du gouvernement provisoire de la France, et jusqu'en 1946, donc, lorsque une nouvelle constitution a été adoptée en France, et cette constitution du 26 octobre 1946 qui a institué l'Union française. L'Union française, c'est l'union de la métropole avec les territoires et les départements d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies et autres là. Voilà. Et donc, lorsque cette constitution a été adoptée, De Gaulle s'est retiré de la vie politique en 1946. Néanmoins, les graines qu'il a sémées ont prospéré, ont continué jusqu'à pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, 1946, il y a des évolutions notables dans les colonies françaises. D'abord, le droit de créer des partis politiques a été accordé.
le code de l'indigénat a été supprimé. Auparavant, les gens étaient traités comme des indigènes, mais à partir de là, ce code-là a été supprimé. Les travaux forcés sont supprimés, interdits. Donc vous voyez, il y a la possibilité de créer des syndicats. Et c'est à partir de là qu'on dit que la vie politique a commencé en Afrique noire française, parce que voilà, les partis politiques ont commencé par prospérer. Au Tchad, ici, c'est le PPT-RDA, le Parti progressiste tchadien, et puis de l'autre côté, il y a l'Union démocratique tchadienne, qui sont créés en 46-47. Et puis, les élections ont commencé par être organisées, et les syndicats ont commencé par faire des revendications. Hein, travail égal, salaire égal, et ainsi de suite, tout ça, vous voyez. Donc, les gens commencent à connaître leurs droits, les gens commencent à pratiquer la politique, et la conséquence, c'est quoi? Un embryon d'élite politique locale a commencé par émerger. Vous voyez, non, puisque quand les élections sont organisées, c'était d'abord pour désigner les représentants des populations dans ce qu'on appelait à l'époque le Conseil représentatif, 1946, c'est-à-dire un embryon d'assemblée législative qu'on appelait conseil représentatif. Donc les premiers politiciens tchadiens sont apparus en 1946 grâce aux promesses de 1944 qui ont trouvé leur application dans la constitution de 1946. Et tout ça, ce sont des conditions qui ont été créées par Charles de Gaulle avant de se retirer en 1946. Maintenant, 10 ans après 1946, vous voyez, il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés en 1946 et ces progrès ont permis au territoire d'Afrique francophone en général et du Tchad en particulier, de faire vraiment beaucoup d'autres progrès entre 1946 et 1956. Notamment dans la vie politique. Hein. Oui, bien sûr. Oui, et ce qui a permis, n'est-ce pas, à la première figure emblématique de la politique tchadienne, qui est d'origine guyanaise, Guadeloupéenne. Voilà, Gabriel Lisette. Oui, Gabriel Lisette, voilà. Qui était d'ailleurs le chef du premier gouvernement tchadien, exactement. Dès 1957 déjà. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, beaucoup de progrès ont été réalisés entre 1946 et 1956. 1956 marque ce qu'on appelle la loi cadre. La loi cadre permet deux évolutions majeures. C'est-à-dire qu'on estime qu'en 10 ans, les élites politiques tchadiennes se sont suffisamment outillées, formées pour diriger elles-mêmes les affaires locales. Donc on a autorisé la formation d'un embryon de gouvernement local qu'on appelle le conseil de gouvernement, et c'est Gabriel Lisette qui en est le premier ministre. En face de ce gouvernement, de ce conseil de gouvernement, de 9 membres seulement, il y a une assemblée législative qui est un embryon d'assemblée nationale qui était dirigée par Gonchome Saoulba. Alors, Gabriel Lisette. Il va donc gouverner au moins pendant une année et quelques mois. Oui. C'est le gouvernement le plus qui a une longévité. Hein. Oui. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Gabriel Lisette, dans l'histoire politique du Tchad, c'est la personnalité majeure. Vous voyez, parce que Gabriel Lisette, comment il est arrivé au Tchad? Il est arrivé au Tchad en 1945-46. Il était nommé, il venait de Brazzaville, il était nommé comme adjoint au chef de département du Logon, c'est-à-dire c'est l'équivalent un peu de préfet adjoint. Mais arrivé ici, il se rend compte que les choses sont en train de changer, la vie politique a commencé partout ailleurs en Afrique francophone, mais au Tchad ici, là... Est-ce qu'on peut dire que c'est le père fondateur de PPT-RDA? Bien sûr, c'est lui le père fondateur, parce qu'il a constaté que lui qui est venu pour travailler pour l'homme blanc, comme colon, il s'est rendu compte que moi là, je suis noir. Ceux qui sont sous ma responsabilité sont mes frères de race. Mais il n'y a personne pour prendre leur leadership. Donc moi, je vais me mettre plutôt au service de mes frères de race. Donc il a démissionné de l'administration coloniale pour être au service des Tchadiens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner à double trait. Parce que ça, c'est la conséquence du retard de scolarisation du Tchad. C'est-à-dire que la colonie du Tchad, même les retards que nous connaissons aujourd'hui, tout ça là, c'est dû à ce retard-là. C'est-à-dire que le colonisateur ne s'est jamais intéressé à la formation, au développement de la scolarité au Tchad. Du coup, quand est arrivé le temps pour les élites tchadiennes d'être au devant de leur population pour les canaliser vers l'évolution politique, il n'y avait personne. Gabriel Lisette a vu que c'était un désert d'élite. Donc c'est comme ça qu'il s'est engagé en politique et il en est devenu pratiquement
la principale figure dominante, quoi. De 1946 jusqu'en 1960 avant de s'éclipser. Voilà, et c'est ainsi qu'il est d'abord devenu maire premier maire de la ville de Fort-Lamy en novembre 1956. Ensuite, il était député du Tchad à l'Assemblée nationale française. En même temps, il cumulait toutes ses fonctions avec les fonctions de Premier ministre du Conseil de gouvernement de mai 1957 jusqu'à la proclamation de la République le 28 novembre 1958. Oui, pour aller un peu très vite, Gabriel Lisset va donc céder la place à Saoulba, qui n'a pas mis beaucoup de temps, 1 mois à peine, 2 mois, 3 mois peut-être. Oui. Et il a cédé la place à Ahmed Koulamala de MSA. Et lui aussi, il a mis quelques jours et il a cédé la place à Ngarta Tomalbaye. Lui, il a pu conduire le gouvernement vers l'indépendance en 11 août 1960. Alors, nous allons nous attarder en quelques minutes également sur ce personnage de Ngarta Tomalbaye. D'accord. Alors, peut-être qu'avant de parler de Ngarta Tomalbaye, il faut signaler que De Gaulle va revenir au pouvoir en 1958. Oui, en quelques mots, puisque le temps commence par nous prendre à la gorge. Voilà. De Gaulle va revenir au pouvoir en 1958. Voilà, et il propose une nouvelle constitution, c'est la constitution qui a été adoptée en septembre 1958 et c'est ce qui a permis donc cette constitution aux colonies de choisir un statut et la plupart des colonies ont choisi le statut de république. Et c'est ainsi que le Tchad est devenu république le 28 novembre 1958. À l'exception de la Guinée. Voilà, la Guinée aussi était devenue république mais directement indépendante. Voilà, directement indépendante, alors que les autres sont devenus républiques, mais membres de la communauté. La différence, c'est ça. Voilà, donc, communauté, c'est-à-dire association entre la France métropolitaine et ses colonies, quoi. Voilà, alors, 1958, 1960, les choses s'accélèrent très très vite. Le Tchad commence ses premiers pas, la République du Tchad commence ses premiers pas en politique par l'instabilité politique, puisque Gabriel Lisset, qui est Premier ministre du nouveau gouvernement de la République, est renversé en février 1959, remplacé par Saoulba qui met 1 mois. Il est renversé, Ahmed Koulamala le remplace, il met 11 jours, il est renversé, et c'est dans ces conditions que Tombalbaye est porté à la tête du gouvernement. Qui est du même parti que Gabriel Lisset. Voilà, il est du PPT-RDA. Alors, Tombalbaye, c'était un moniteur de l'enseignement, c'est l'équivalent des maîtres, quoi, mais maîtres subalternes, maîtres d'école. Voilà, maître subalterne, donc un moniteur d'enseignement qui a gravi rapidement voilà, les échelons politiques à l'ombre de Gabriel Lisset. C'était un homme pratiquement fabriqué politiquement par Gabriel Lisset. Et c'est parce que Gabriel Lisset a refusé d'être une deuxième fois Premier ministre. En mars 59, c'est pourquoi Tombalbaye a été proposé et il a accepté. C'est comme ça qu'il est devenu Premier ministre. Et c'est lui, avant même de devenir Premier ministre, il a été conseiller, grand conseiller du Tchad au Grand Conseil de l'AEF à Brazzaville. Et il est devenu Premier ministre le 28 mars 1959. Et très rapidement, il a amené le Tchad en quelques mois seulement vers les préparatifs de l'indépendance. Et cette indépendance-là a été proclamée le 11 août 1960 avec faste. Quoi, pour rappeler, pour reprendre le titre de votre livre, Ngarta Tomalbaye, parcours et rôle dans la vie politique du Tchad de 1959 à 1975. Alors, vous pouvez nous rappeler brièvement, lorsqu'il a dirigé le Tchad de 1959, 60, l'indépendance, ce que vous venez de dire, de 1960 à 1975, la date de son assassinat, pour ne pas dire coup d'État. Qu'est-ce qui a marqué l'histoire d'Ngarta liée à l'histoire de ce pays qui est le Tchad? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait de positif? Quelles sont les traces qu'on retrouve? Voilà. Ngarta, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle ailleurs le père de l'indépendance. Voilà. Il a été le père de l'indépendance du Tchad. Et quand on parle de Ngarta Tombalbaye, il faut toujours le placer dans son contexte de l'époque. Parce que si on le lit avec le contexte d'aujourd'hui, on ne comprend pas les choses. Oui. Voilà. Il a dirigé le Tchad pendant 16 ans, y compris quand il était Premier ministre. Donc de 59 à 75, ça fait 16 ans. Et sur ces 16 ans, beaucoup de choses ont été faites pour le Tchad. Des choses positives, des choses négatives aussi. Voilà. Sur les choses que je dirais positives, il est celui qui a jeté les bases de l'État moderne du Tchad. Il a jeté les bases de l'État moderne du Tchad, c'est-à-dire les bases économiques, les bases politiques, les bases sociales. Par exemple, sur le plan
économique, on peut parler par exemple du pétrole. Si aujourd'hui le Tchad se développe grâce à son pétrole, c'est grâce à Tombal Baye, parce que il s'est vraiment sacrifié. Et certains disent même que voilà, il a perdu la vie grâce à son opiniâtreté pour faire sortir le pétrole. Les recherches pétrolières au Tchad, c'est vraiment le sacrifice de Tombal Baye qui a permis que le pétrole soit découvert. Puisque le colonisateur disait que le sous-sol du Tchad est pauvre, tout ça, mais lui il a dit non, 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 je vais faire appel aux Américains et on va voir ce qu'il y a dans notre sous-sol. Et le pétrole est sorti, par exemple. Sur le plan économique aussi, le développement de l'agriculture, c'est-à-dire le secteur primaire. Il a mis l'accent sur le coton, sur l'élevage. C'est ainsi qu'on a eu les 22 usines de coton, on a eu les usines de transformation des produits de l'élevage, ainsi de suite. Voilà. Non, sur le plan politique, on lui reproche d'avoir supprimé, sinon interdit le multipartisme. Et même écarter ses partisans, ceux qui peuvent constituer des ombres. Hein. Bon, vous savez, c'est pourquoi je disais qu'il faut toujours se placer dans le contexte de l'époque. Parce que l'idéologie politique à l'époque, en Afrique noire en général, que ce soit francophone ou anglophone, c'était que le parti unique est le moyen de construire la nation. C'est-à-dire que le multipartisme va contribuer à des divisions ethniques, tribales, ainsi de suite. Donc il faut instaurer le parti unique pour agréger la nation rapidement. Donc c'était un moteur de construction nationale. Et c'était pas seulement Tombal Baye le seul en Afrique à avoir institué le multipartisme. Mais souvent quand on suit les Tchadiens, on dit voilà, c'était un grand dictateur parce qu'il a supprimé le multipartisme pour instituer le parti unique. C'était à la mode à l'époque. Vous voyez, non? Voilà, donc on peut pas... Et puis il était aussi dictateur naturellement parce qu'il avait frappé autour de lui tous ses amis avant de frapper les autres aussi. Donc on peut lui reprocher également donc à peu près un pouvoir autoritaire, c'est vrai. Et après ça, il a institué aussi la révolution culturelle qui, au départ, c'était une vision noble, hein, c'est-à-dire redonner aux Africains, aux Tchadiens, et en particulier leur identité culturelle. Mais par la suite, ça a tourné à des dérives où on faisait des règlements de compte, ainsi de suite. Et finalement, cela lui a été fatal parce qu'en même temps aussi, il s'attaquait à l'armée. Voilà, il s'attaquait au chef de l'armée qu'il voulait embastiller, emprisonner les uns après les autres et par instinct de survie ou par légitime défense, l'armée a pris les devants et l'a éliminé. Voilà, ça c'est peut-être l'aspect sombre du personnage, mais je pense que comme leçon de l'histoire, on doit retenir que tous les chefs d'État qui ont dirigé le Tchad là, chacun a ses bons côtés et ses côtés négatifs. Les Tchadiens ont tendance à ne voir que le côté négatif des hommes et ils ne voient jamais le côté positif. Tombal Baye a laissé du positif et du négatif, mais ses successeurs se sont appuyés sur ce qu'il a laissé de positif pour aller de l'avant. Vous voyez, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, nous sommes arrivés donc à Tchad de 1900 à 2023. Voilà. Aujourd'hui, nous commémorons le 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Et c'est à cette occasion que nous avons organisé cette émission. Cette émission pour rappeler un peu le parcours de certaines personnalités qui ont marqué l'histoire, qui ont commencé de 1940 déjà à 1960, la date de l'indépendance. Nous avons rappelé le général Charles de Gaulle qui, lui, a déjà commencé avec cet appel lancé depuis le 18 juin 40. Et la réponse qui a été donnée par le Tchad, dirigé par Félix Eboué, et Gabriel Lized, lui, qui a mis en place le fondement de la politique avec le premier parti PPT-RDA et le père de l'indépendance du Tchad, François Tombal Baye. Merci, docteur Arnaud Dingamadi.